Bienvenue donc pour ce 7e et dernier webinaire de la semaine de la transformation numérique. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est cybersécurité et RGPD. Alors déjà, je vais vous parler un peu de la semaine. Donc c'est une semaine qu'on organise à la Mêlée dans le cadre de l'opération transformation numérique et cybersécurité. C'est une opération qui est labellisée par la région. Donc, nous, on agit sur 7 champs d'action principaux que je vais vous présenter juste après. Après ces webinaires, vous pourrez réaliser un pré-diagnostic gratuit et sans engagement pour mesurer la maturité numérique de votre entreprise. On vous enverra le lien dans le chat qui vous permettra après de bénéficier d'un accompagnement personnalisé par un de nos experts à la Mêlée et qui sera pris en charge jusqu'à 50% par la région. Donc, comme je l'ai dit, on en est au dernier webinaire. On a eu les 6 précédents qui étaient chacun sur un des champs d'action de la transformation numérique. On a eu e-commerce, relations clients, communication digitale, collaboratif et télétravail, organisation et process, et data et cloud. Si vous ne vous êtes pas inscrit à ces webinaires, mais que ça vous intéresse, vous pouvez toujours regarder le replay qui sera bientôt disponible. Donc, on vous enverra un mail pour vous en informer. Quelques petites consignes pour le bon déroulé de ce webinaire. C'est enregistré, donc si vous ne voulez pas être filmé, vous pouvez couper votre caméra. Pensez à bien couper vos micros pendant les interventions de nos experts pour ne pas faire de bruit. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat. Aussi, on va avoir un sondage, donc vous verrez, ça s'affichera à l'écran au moment du sondage. Donc vraiment, n'hésitez pas à répondre pour avoir un peu plus d'interaction avec nos experts. Donc nos intervenants, Christian, Alexandrine et Frédéric, je vais les laisser se présenter rapidement avant de commencer la présentation. Christian, si tu veux commencer. Ah, alors, juste à ton micro qui est coupé. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, bonjour à tous. J'aurai le plaisir de démarrer cette session. Donc, je suis Christian Amis. Je suis donc un des consultants adhérents à la Mêlée depuis quelque temps et je suis un des co-animateurs, comme les 2 autres que vous aurez ce soir, de la commission sécurité à la Mêlée numérique. Voilà, dans la vie sinon professionnelle en dehors de l'association, je travaille à temps partiel aujourd'hui pour IBM en tant que chargé du développement et des relations avec les partenaires d'IBM dans le domaine de la cybersécurité. Et également, donc, je suis consultant indépendant sur mon autre temps partiel pour essentiellement aider les TPE et PME dans tout ce qui est soit tout démarrage du RGPD ou de la sensibilisation en cybersécurité. Voilà, je suis également officier de réserve de gendarmerie sur le département de l'Hérault. Voilà, je ne suis pas sur Toulouse, je suis plutôt du côté Montpellier de la région Occitanie. Je le précise, puisque l'association La Mêlée couvre tout le territoire. Merci voilà. Christian. Alexandrine, si tu veux bien te présenter rapidement. Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire. Donc, je suis maître Alexandrine Pente, je suis avocate au barreau de Toulouse. Mon cabinet, Legapol Avocat Cabinet Pente, est positionné sur les questions du numérique et de la propriété intellectuelle. On couvre tous les aspects de l'innovation et du RGPD. Je suis co-animatrice de la commission sécurité informatique et membre adhérente de la Mêlée numérique depuis un peu plus de 10 ans. Et j'interviendrai ce soir sur des aspects RGPD, sécurisation et indemnisation. Merci Alexandrine. Et enfin, Frédéric. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présent à ce webinaire. Donc moi, je m'appelle Frédéric L'Enfant. J'ai une double activité. Je suis dirigeant de ma société Intelf, où je développe des activités plutôt de formation, de sensibilisation liées à la cybersécurité et également liées à tout ce qui est investigation sur les fraudes et analyse criminelle. Parce qu'auparavant, j'ai un parcours de 24 ans en gendarmerie où j'étais spécialisé en analyse criminelle. Donc, vous savez ce qu'on voit dans les films avec des schémas et des recoupements dans tous les sens. Et puis une activité de salarié à mi-temps dans un laboratoire forensique en tant qu'expert judiciaire en analyse criminelle et investigation numérique. C'est toute la partie analyse des supports numériques pour en sortir des éléments pour les enquêtes judiciaires.
Et puis, moi, je parlerai plutôt des investigations, en tout cas des fraudes sur Internet qui se sont développées encore plus ces derniers temps. Et donc, voilà, on va essayer d'aborder un peu tous les sujets entre la cybersécurité, un petit focus sur les fraudes et puis la partie RGPD par Alexandrine. Et je suis co-animateur également de la commission sécurité de la mêlée et adhérent de la mêlée. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, du coup, Christian, je vais te laisser la main pour ta présentation. Voilà, normalement, j'ai mon micro et normalement, vous voyez ma présentation. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est parfait, merci. D'accord, OK. Voilà, donc ça, alors oui, ce qu'on vient de vous présenter, l'objectif de ce premier topo sur la cybersécurité, et d'ailleurs de cette session qui est la dernière, c'est, comme vous avez vu ce que c'était que le e-commerce, la relation client, développer le travail collaboratif, etc. Nous, on va faire en sorte que tout ce que vous avez développé là ne devienne pas un cauchemar et que ce soit réellement une vraie activité sur laquelle vous pouvez baser votre expansion. Voilà. Je sais que dans le public, je crois savoir plutôt, dans les inscrits, que vous êtes d'origine extrêmement diverse. Il y a des personnes qui représentent des entreprises. Il y a également des gens qui sont peut-être des étudiants. Il y a des gens qui sont des indépendants. Donc, vous êtes extrêmement nombreux. Donc, j'ai essayé de faire une présentation qui est la plus, j'allais dire, générique et qui peut concerner tout le monde, aussi bien les grosses entreprises, les petites, les PME, les commerçants, etc., pour un public le plus large possible. L'idée étant de faire en 15 minutes un point sur la cybersécurité, ce qui va être un survol assez rapide et que j'ai voulu faire surtout sur des mises à jour et des développements récents. Voilà. Juste une petite précision qui n'a pas été donnée, je crois, par Élise, c'est que si vous avez des questions pendant les différents topos, n'hésitez pas à utiliser le chat. Voilà, donc merci. N'hésitez pas à... Merci Élise. N'hésitez pas à utiliser le chat. Je ne peux pas forcément prendre et lire en même temps vos questions au fur et à mesure, mais à ce moment-là, à la fin de la session, on va se réserver un petit moment et Élise nous donnera un peu ses questions et on essaiera d'y répondre autant que faire se peut. Voilà, donc c'était pour vous donner la façon de procéder. Alors, quelques éléments de contexte quand on parle de cybersécurité. Je vous ai mis quelques exemples qui sont dans le grand public. Chaque exemple, en fait, il y a un message derrière. Premièrement, la cybersécurité, ça s'attaque à des usines, ça peut s'attaquer à des industriels, et des industriels, j'allais dire en région, ce n'est pas forcément que des gros sur Paris ou ailleurs ou dans des gros centres, ça peut être Fleury-Michon, c'était une petite usine de production dans l'ouest de la France. 5 jours d'arrêt, voilà. Également, ce qui se rapproche un peu de Toulouse, on va dire, le message qu'il y a derrière, c'est que l'attaque si vous êtes sous-traitant d'une grosse entreprise, vous pouvez être cible de cyberattaque, non pas pour vous, mais pour attaquer effectivement votre donneur d'ordre essentiellement. Donc, c'est une deuxième forme de cyberattaque qu'on peut constater et qu'on a vue. D'autre part, autre message, j'allais dire, les cyberattaques ne s'attaquent pas que à des entreprises privées, ça s'attaque également au public, aux institutionnels. Donc ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a beaucoup peut-être de Toulousains dans l'assistance, mais il y a eu quand même un blackout de le site de la mairie de Toulouse au mois de mai dernier, qui a duré quand même un certain temps. Voilà. D'autre part, actualité récente, bon ça ne vous a pas échappé, je pense, et on reviendra après sur un peu les modalités. Le coronavirus a été une grande source d'inspiration pour l'ensemble des attaquants pour soit récupérer des données ou exiger des rançons. Alors effectivement, les attaques, et on reviendra après sur les profils d'attaque ou les types d'attaques, les attaques sont de plusieurs ordres. Également, par exemple, tout ce qui était fuite de données médicales. Donc, on n'est pas forcément sur des attaques d'arrêt de site. On peut être aussi sur simplement de la fuite de données. Les sites continuent à tourner, mais simplement les données partent. Donc ça, Alexandrine reviendra derrière après sur toute la problématique qui est liée aux données, qui sont des données qui
qui peuvent être extrêmement gênantes, surtout quand il s'agit de données médicales. Également, plus récent, et sachez que les pirates s'adressent éventuellement aux plus vulnérables, hein, c'est les plus faciles à attaquer. Donc, en ce moment, j'allais dire, ce sont les hôpitaux, mais ça, vous l'avez vu, des gros, des petits, avec des demandes de rançon, des ordinateurs infectés, etc. Voilà, j'ai essayé de prendre des choses qui sont assez régionales. Et juste pour vous donner un petit panel récent, j'allais dire, d'attaques. La dernière était au mois de mars dans les Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas tout à fait dans notre région, mais qui reste quand même non parisien, j'allais dire, pour vous expliquer donc ces éléments de contexte. Voilà, quand on parle de cybersécurité, on parle de ça. En France et ailleurs, en 2020, c'est la NSSI qui le précise. Florence Parly, ministre de la Défense, l'a également effectivement mentionné. 4 fois plus d'attaques par rançongiciel ou ransomware en 2020 par rapport à 2019. C'est pour vous donner un peu l'actualité. 159 collectivités, 837. Donc, oui, donc ça s'adresse effectivement à des collectivités. Les collectivités territoriales, mairies, etc., sont de plus en plus attaquées également. Les entreprises donc touchées, ça c'est la source du GIP ACIMA. C'est cybermalveillance.gouv.fr qui est derrière, on va vous en reparler après. Et puis j'ai voulu vous mettre également juste pour vous donner un petit peu les dernières tendances pour ceux qui connaissent déjà la cybersécurité. Sur les dernières nouveautés, donc cette source, c'est la source IBM, puisque je suis salarié d'IBM, donc je peux avoir effectivement des informations, mais vous pouvez aussi les avoir. Donc je vous ai mis le lien. IBM a analysé que les ransomware sont devenus la première menace avec 23% des attaques sur le plan en 2020 au niveau mondial. L'industrie est énormément remontée. Je sais qu'il y a le secteur de Toulouse est un secteur qui est assez industriel. Sachez que maintenant, ça devient la 2e cible derrière la finance, alors que ça n'était que la 8e cible en 2019. Donc, on s'attaque maintenant aux infrastructures industrielles et c'est en train de remonter assez rapidement. Infrastructures industrielles qui, comme vous le savez, sont assez en retard, j'allais dire, en termes de prise de conscience ou maturité en matière d'informatique et surtout ont des difficultés très particulières qui sont liées intrinsèquement à leur activité, c'est-à-dire des activités qui ne peuvent pas s'arrêter, qui sont faites avec des équipements qui sont de temps en temps très anciens, donc difficilement patchables, etc. Donc attention, le point d'attention est donné surtout sur la partie industrie. Voilà. D'autre part, je m'adresse également aux entreprises, là, cette fois-ci. 35% des attaques exploitent des vulnérabilités. Donc, ça devient plus intéressant que le phishing. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire des sites mal paramétrés, non patchés, des vulnérabilités anciennes, etc., deviennent le premier moyen d'attaque au niveau des entreprises. Bon, Covid-19, ça, j'en ai déjà parlé. Et d'autre part aussi, ce qui est important, l'Europe est passée la première cible géographique, dépassant l'Amérique du Nord et l'Asie en 2020. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, on était peut-être un petit peu épargné. Ce n'est plus le cas du tout. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu quelques chiffres d'actualité sur ces sujets-là. Maintenant, revenons un petit peu aux motivations. J'ai mis ça parce que chacun va se retrouver normalement, que vous soyez, j'allais dire, individuel, indépendant, commerçant ou grosse entreprise. Vous allez être concerné, vous pouvez être concerné par tout ça. Donc, les motivations, on entend parler effectivement dans l'actualité de tout ce qui est gouvernement, acteurs industriels, etc. Donc, généralement, des degrés de sophistication très élevés, des motivations fortes au niveau des États. Bon, récemment, c'est SolarWinds, par exemple, typiquement, c'est un État contre un autre État. Vous avez entendu parler de ça, c'était en décembre 2020. En 2010, vous aviez Stuxnet, ça fait déjà 10 ans, c'est ce qui avait effectivement mis un petit peu en avant les problématiques de cybersécurité dans les domaines industriels. Je revérifie juste le timing, j'accélère, voilà. Donc également, tout ce qui est terrorisme, avec éventuellement des défacements de sites web, tout ce qui est activisme qui nuit à l'image, etc. Les normes, alors je vous ai mis les petits logos Covid que vous retrouvez là parce que c'est vraiment ce qui a explosé ces dernières années et dont vous pouvez peut-être être victime, c'est tout ce qui est crime organisé. Mais là, tout ce qui est crime organisé, Frédéric va revenir là-dessus, sur tout ce qui est escroquerie, etc. derrière. Donc, il y a un topo particulier là-dessus, sur tout ce qui est fraude et autres.
Et puis, j'allais dire de plus en plus simple et de plus en plus proche de nous tous, c'est le côté un peu challenge. Et puis, j'allais dire la vengeance, salariés mécontents, les particuliers. La cybersécurité, ça concerne aussi si vous avez un seul employé dans une boutique, ou voire même, pourquoi pas, moi je donne toujours l'exemple malheureusement d'un divorce qui se passe mal dans un couple. Vous pouvez très bien avoir un peu un sabotage d'une activité personnelle faite par un conjoint ou par un enfant pas content, ou un salarié qui va se venger sur les activités en n'ayant pas pris la peine effectivement de séparer des comptes Internet ou de séparer les choses. Vous pouvez vous retrouver avec des situations compliquées. Voilà, les types de menaces, donc que vous soyez entreprise, alors commerçant, mairie, j'essaie d'être le plus large possible en termes de choses. Vous avez tout ce qui est lié à l'atteinte à l'image. Hein. On vous a parlé en début de semaine d'un certain nombre de choses pour tout ce qui est la transformation digitale, avec l'importance qu'avait votre image sur les réseaux sociaux, l'importance de faire du e-commerce, etc. Donc, un DDoS qui vous arrête votre site, vous n'êtes plus disponible, c'est des clients qui partent. Donc, vous avez tous ces exemples autour de l'atteinte à l'image. Espionnage, vol de données. Le vol de données, Alexandrine en reparlera à un moment donné, avec toute l'importance qu'il y a de protéger, avec tout le côté légal, réglementaire, autour de la protection des données. Et puis, tout ce qui est escroquerie, fraude, vous avez effectivement, là, vous allez avoir tout à l'heure Frédéric qui va vous développer tout ça. Donc, voilà en gros les types de menaces. Cette partie étant particulièrement, c'est pour ça que Frédéric fait un focus particulier là-dessus, c'est parce que le Covid était très propice à toutes ces activités d'escroquerie. Quels risques vous avez? Donc, les risques réglementaires autour du RGPD. Si vous êtes OIV, opérateur d'intérêt vital, vous savez de quoi on parle. Vous avez l'ANSSI qui est derrière vous. Voilà, donc tout ce qui est autour de la partie conformité. Confidentialité, l'importance des fichiers clients, vous l'avez vu dans des précédents webinaires de cette semaine sur la transformation numérique, sur l'importance des fichiers clients. L'intégrité, donc ça, c'est modification de traçabilité de paramètres de fabrication. Effectivement, on va parler de sabotage. Il suffit de vous changer un dosage, et ça, c'est déjà vu, et vos produits sont impropres à la consommation. Et ça, c'est assez facile avec l'intégration maintenant des usines 4.0, etc., l'ouverture sur Internet. Et puis, bien sûr, un site inaccessible, saturation, sabotage. On a des exemples, effectivement, dans par exemple, de sites qui ont été, j'allais dire, un peu piratés. Et on a eu le cas dans un des départements de l'Occitanie d'un hôtel qui, effectivement, le site a été trafiqué de manière à ce que les clients de l'hôtel pouvaient aller commander du Viagra ou je ne sais quoi sur Internet en passant par le site de l'hôtel, ce qui, imaginez bien en termes d'image de marque, la catastrophe pour les réservations dans ces hôtels. Voilà, c'est des exemples qui sont proches de nous et pas forcément des grosses entreprises. Voilà. Nouvelle surface d'attaque. Ça ne vous a pas échappé que depuis 1 an, on travaille beaucoup à domicile. Donc, une surface d'attaque très importante qui est le travail à domicile, avec le mélange un peu entre la vie privée et la vie professionnelle, l'arrivée des smartphones, les objets connectés, effectivement, qui arrivent un peu partout, qui sont autant de surfaces d'attaque. Et puis maintenant, on l'a vu sur tout ce qui est industriel, avec, j'allais dire, l'augmentation des risques dans les domaines industriels. Voilà. Bon, pourtant, je rappelle là on rappelle les bonnes pratiques. Alors, si je me permets de le redire encore, c'est parce que je suis également pas mal de conférences aussi par l'ANSSI, par la gendarmerie et autres. Et on a, j'allais dire, c'est un petit peu comme ce que vous entendez sur les gestes barrières en ce moment, sur la Covid. Il faut encore répéter, il faut passer ces mesures, il faut les mettre en place réellement, et ce sont les seules solutions, les principales solutions qui permettent d'éviter une grosse partie des problèmes. Alors, sur la partie droite, pour les gens qui sont plutôt dans des entreprises, vous avez, alors entreprises plutôt grosses, vous avez le guide d'hygiène informatique avec 42 mesures à mettre en place. C'est assez technique, mais vous devez le mettre en place, un certain nombre de choses, et vous reverrez avec Alexandrine derrière l'importance effectivement de sécuriser et les problématiques juridiques qui sont liées à tout cela. Le guide des 12 règles essentielles de bonne pratique de l'informatique, toujours pareil, édité par l'ANSSI avec la CGPME, si vous êtes une petite entreprise. Et je vous ai mis sur la gauche les 10 mesures essentielles. Là, c'est aussi bien si vous êtes particulier, sur les 10 mesures essentielles pour assurer votre sécurité numérique que j'ai listées ici.
qui paraissent toutes simples, mais comme je vous l'ai dit sur le télétravail qui devient la mode, vous devez sensibiliser vos personnels comme si vous deviez sensibiliser des particuliers et votre propre usage sur Internet, celui de vos conjoints, celui de vos enfants à la maison, puisque tout le monde commence à partager un certain nombre de choses. Donc, il y a des règles qui sont simples et qu'il faut mettre en place pour éviter tous les problèmes en termes de bonnes pratiques. Voilà. Méfiez-vous de messages inattendus, par exemple. En ce moment, on en a énormément. On a une grosse recrudescence d'attaques, de messages qui sont simplement des spams et qui vont vous inviter effectivement à aller cliquer sur des choses et j'allais dire, un message, par exemple, en vous demandant en catastrophe rappelle-moi, j'ai un souci, comment vas-tu, as-tu le Covid, etc. Si ce n'est pas le lien habituel et la façon habituelle de la personne de vous parler, c'est généralement comme ça que commencent les problèmes, par quelque chose de très simple, quelqu'un qui s'est fait pirater sa messagerie, et c'est comme ça qu'effectivement les attaques rentrent dans les entreprises au niveau latéral. Voilà. Ce guide des bonnes pratiques, donc vous l'avez dans cybermalveillance.gouv.fr. Je ne vais pas vous le faire chacun. De toute façon, on n'a pas le temps là du tout. La seule chose, c'est que vous savez que si, par exemple, au niveau de la mêlée, si certains d'entre vous ne sont pas adhérents, vous souhaiteriez adhérer à la mêlée, etc., dans les commissions sécurité, par exemple, on prend régulièrement dans nos réunions de commission un ou deux de ces thèmes-là et on va les creuser techniquement avec des solutions, avec des choses comme ça. Ça fait partie des choses qu'on peut creuser et qu'on peut effectivement mettre en place. Et en tout cas, c'est ce qu'on fait au niveau des commissions de la mêlée pour nos adhérents. Voilà, c'est juste la petite page de publicité pour la mêlée que je me permettais de faire au passage. Voilà. S'informer, se protéger en cas d'attaque. Je vais m'arrêter sur ce dernier slide. Si vous cherchez de l'information, j'allais dire de manière très générique, c'est le site officiel, j'allais dire national et gouvernement, c'est ssi.gouv.fr. C'est l'ANSSI qui est derrière, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc, c'est votre référent, alors pour tout le monde pour des informations, et sinon, c'est votre référent si vous êtes OIV, bien évidemment, et si vous êtes également collectivité territoriale ou société publique. Vous avez également, pour tout le monde, là, particulier comme entreprise, comme TPE, PME, etc., il vous arrive quelque chose. Alors, vous avez des fiches très bien faites, donc vous avez vu des exemples en termes d'information sur la cybersécurité. Et vous avez donc en termes de prévention, et vous avez également, j'allais dire, en cas de pépin, tout de suite, vous allez pouvoir vous déclarer sur cybermalveillance et vous allez être guidé effectivement pour savoir ce qu'il y a à faire dans ce domaine-là. J'ai rajouté un troisième site qui est pour nous occitans, le portail Cyberrock qui a été mis en place donc par Adoc, qui effectivement, j'allais dire, répertorie, en plus de tous les éléments qui sont au-dessus avec un certain nombre de conseils ou autres, qui va répertorier en fait l'ensemble des acteurs qui sont sur le territoire proche de vous pour vous aider effectivement dans vos démarches. Voilà. Alors, bien évidemment, ces portails chacun peut renvoyer sur l'autre en cas effectivement de processus particulier que vous souhaiteriez suivre. Voilà, j'en ai fini. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai pris, j'ai dû prendre à peu près le timing, voire un tout petit peu plus. Voilà, je n'ai pas trop le temps de faire beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat particulières. Ça reste un survol. J'ai conscience que ça reste un survol assez général. Bon, l'idée, c'était vraiment de vous donner un petit peu l'état des lieux, l'état des risques, parce que dans un public qui est assez large comme le vôtre. Voilà. Je vais arrêter le partage d'écran. Frédéric, je te passe la parole. Tu vas zoomer sur toute la partie fraude que je n'ai pas abordée, mais que tu vas pouvoir rentrer dans le détail. Voilà. Merci de votre attention. Le thème généraliste de toute la problématique cybersécurité qui a été expliquée par Christian. Là, on va essayer de faire un petit focus sur la partie fraude. Donc juste voilà, pour rappeler, moi je travaille justement plutôt sur le volet investigation lié aux escroqueries et tout ce qui est investigation sur Internet. Et puis tout ce qui est récupération de données également, si jamais vous avez des besoins donc, dans un laboratoire, Data Lab Center.
ça peut toujours aider. Le jour où on en a besoin, c'est toujours là où on ne sait pas à qui s'adresser. Donc ça peut toujours être intéressant. Ce que je vous demande, c'est on va commencer par un petit sondage. Élise, est-ce que tu peux lancer le sondage? Donc, vous allez sur Zoom et on va essayer de voir ce petit sondage. Voilà. Qui a déjà été victime ou connaît une victime d'une arnaque sur Internet? Et du coup, sans préjudice ou avec préjudice, de moins de 1 000 €, entre 1 000 € et 3 000 €, avec préjudice de plus de 3 000 €, avec une usurpation d'identité. Ça va être des choses qu'on va rencontrer assez fréquemment. Et ça serait pour voir un petit peu au sein déjà de notre communauté ici ce soir, est-ce que déjà vous avez été confronté à ce genre de contentieux, hein? On est vraiment sur les notions plutôt arnaque sur Internet, escroquerie. Je ne sais pas, on se laisse combien de temps là pour le sondage? On va aller vite, hein, Élise. Voilà, c'est une Oui, petite là, j'ai réponse. 60% de réponses. Si ça Voilà. te convient, on peut arrêter le sondage. Oui, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une petite visibilité. Donc, clairement, tout le monde en entend parler, donc sans préjudice forcément. Et puis, principalement sur des petits préjudices entre 1 000 à moins de 1 000 €. Quand même 10% avec des préjudices de plus de 3 000 €. Hein. Et puis, bien sûr, les usurpations d'identité. Voilà, donc on est de toute façon sur quelque chose qui devient très courant, au même titre que des cambriolages dans le monde physique, qui sont vraiment des contentieux maintenant que malheureusement tout le monde connaît ou a pu en être victime. Toutes ces notions de fraude sur Internet, ça devient un peu les nouveaux cambriolages, mais du numérique. Donc, comme le disait Christian tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on fera un bilan de réponse aux questions à la fin de la session. Alors effectivement, là, on va parler des fraudes. Donc, c'est un petit focus sur le monde entier de la cybersécurité. On parle communément de fraude. Donc, la fraude, c'est quoi? C'est un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi ou au règlement. Et souvent, c'est dû à une falsification. Il y a toujours une partie de manœuvre frauduleuse. On parle de fraude sur les marchandises électorales, fiscales, douanières, etc. Et puis, on arrive à ces fameuses fraudes informatiques, donc de cyberfraude. Et pourtant, la fraude, c'est un problème juridique, c'est-à-dire que ce n'est pas une infraction au sens pénal du terme. Et c'est pour ça que bien souvent, dans tout ce qui est cyberfraude, on sera plutôt sur une notion d'escroquerie, où ça, c'est vraiment l'infraction pénale qui va être caractérisée. Et donc, l'escroquerie, c'est ce qui va vous permettre après d'aller déposer plainte. Hein. Et donc, c'est une capacité également d'investigation pour les autorités ou même, donc, du coup, à titre privé, il y a aussi des choses que l'on peut faire. Le nombre de cyberattaques, comme on l'a vu tout à l'heure, explose. Effectivement, la France, on se retrouve la 7e nation dans le monde qui est vraiment ciblée sur les cyberattaques. Et selon les 3 grandes menaces, l'espionnage, la grande criminalité et la menace quasi militaire par rapport à la cyberdéfense et les opérateurs d'importance vitaux qui peuvent être ciblés, on voit bien qu'effectivement, c'est la grande criminalité qui explose et qui a un coefficient de x4 depuis l'année dernière. On voit bien que cette nouvelle activité du numérique avec beaucoup plus de télétravail, etc., comme l'expliquait Christian, ça augmente notre surface d'attaque. Et en même temps, selon les différents types d'attaques qu'on va retrouver, on va appeler les APT, qui sont les Advanced Persistent Threat, en gros les attaques avancées, les attaques qui sont très construites, qui sont plutôt sur l'aspect espionnage
pour passer sous les radars des entreprises. On va avoir les rançongiciels, donc les ransomware, alors là, qui sont vraiment les menaces très actuelles, mais qui vont demander du chantage et qui vont se faire détecter immédiatement. Les DDoS, pareil, sur la perte de disponibilité d'un service. Et toutes ces notions d'escroquerie, en fait, le dénominateur commun de tout ça, c'est l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va utiliser des techniques où on va manipuler l'individu, et donc on revient bien sur une notion d'humain, pour arriver à utiliser l'humain comme déclencheur de l'attaque, ou dans sa phase de reconnaissance pour identifier quel va être le meilleur angle d'attaque pour réaliser son infraction. Donc, par rapport à ça, dès qu'on parle d'ingénierie sociale, il va bien falloir comprendre que pour se défendre, il va falloir que l'humain soit lui-même capable de reconnaître à un moment donné les fraudes ou les prémices en fait, d'une attaque. L'ingénierie sociale, c'est quoi? C'est, alors dans le contexte de la sécurité de l'information, une pratique de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie, en l'occurrence, ou de piratage psychologique. Hein. C'est vraiment des techniques de manipulation qui sont utilisées dans différents secteurs et qui sont basées tout simplement sur des principes de neurosciences où on va utiliser, c'est même utilisé quelquefois par les commerciaux, hein, tout simplement pour arriver à faire quelque chose à quelqu'un à son propre avantage. Donc, c'est depuis 2002 un ouvrage qui s'appelle L'art de la supercherie, qui a été écrit par Kevin Mitnick, un des grands hackers de l'histoire de la cyber, et qui va justement expliquer que ça va être les failles humaines qui vont être exploitées dans un système d'information, sachant que le système d'information, c'est l'humain qui en fait partie, qui va l'utiliser. Et du coup, c'est utilisé comme un effet de levier pour briser les barrières de sécurité. Et là, on n'est pas dans la technique informatique, on est plutôt dans la technique de la compréhension du fonctionnement de l'être humain. Et donc, c'est ce qui va être utilisé dans les cyberfraudes, parce qu'on va principalement utiliser l'ingénierie sociale, et c'est là qu'on va retrouver les problématiques de phishing, donc, que tout le monde connaît hein, par les mails. Mais au-delà du vecteur qui est le mail, on va retrouver le phishing, on va pouvoir retrouver le vishing qui est le vecteur par la voix, le smishing par le SMS, c'est-à-dire en gros tous les vecteurs de communication, voire même le lien direct avec l'individu, hein, ce que les services de renseignement peuvent utiliser également. Et puis dans les escroqueries, on va avoir affaire à l'heure actuelle sur les faux VI, les faux ordres de virement internationaux, ce qu'on appelle également les attaques, les arnaques au président. Tous les types d'escroqueries et les arnaques et fraudes qu'on va retrouver sur Internet, que je vais développer sur certains points. Les arnaques également sur les réseaux sociaux, les ransomware où bien souvent ça va passer d'abord par un mail. Donc encore une fois, ça va être le clic intempestif qui va déclencher l'attaque, qui va déclencher le chiffrement en fait des données sur son système. Donc c'est souvent cette part d'ingénierie sociale qui va être le premier passage pour réaliser l'attaque. Et sur ces cyberfraudes dont on parle, les fraudes au président, donc les faux VI, ou les changements de RIB ou d'IBAN avec des faux fournisseurs, les usurpations de services informatiques, de banques ou d'assurances, etc. En fait, depuis 2010, il y a une évolution, il y a eu vraiment une grosse phase de découverte un peu de ces attaques-là. Donc au départ, c'était les faux VI, là, les faux présidents, les arnaques au président, de 2010 à 2014. Il y a eu une petite baisse jusqu'en 2018. Ça a stagné à peu près jusqu'à 2020. Et effectivement, avec cette crise du Covid et cette numérisation à outrance, en fait, on a revu toutes ces techniques-là et toutes ces arnaques dites de faux ordres de virement qui ont explosé depuis l'année dernière, depuis 2020. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation où
au-delà des attaques informatiques pures et techniques sur des vulnérabilités techniques, etc., en fait, on se rend bien compte que là, il y a beaucoup d'arnaques, d'escroqueries qui vont cibler tous les utilisateurs d'Internet. Et comme maintenant tout le monde utilise Internet, forcément, ça fait des cibles potentiellement beaucoup plus importantes. Donc en 2014, on était à 150 millions d'euros de faits commis. En 2019, c'était tombé à 90 millions. Et donc en 2020, on est en train de remonter. On est déjà à 116 millions d'euros. Avec une comparaison, par exemple, sur la période de mars-avril 2019, où on était à 8 millions d'euros commis, alors qu'en mars-avril 2020, ça a été multiplié par 3. Donc, on voit bien que quand Christian parlait tout à l'heure de surface d'attaque, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un peu le filet de pêche. C'est on va adresser tout un tas d'arnaques et vu qu'il y a beaucoup plus de monde qui utilise les supports numériques et Internet, forcément, on va retrouver beaucoup plus de victimes à accrocher dans ces filets. Donc ça, c'est les sources de Cirasco financier, hein, de la police. Et donc, les fraudes cyber, on peut les catégoriser de deux types, au préjudice soit des sociétés, où là, on était quand même à plus de 900 millions d'euros de faits commis sur 10 ans, donc c'est pas rien, hein, c'est vraiment un phénomène qui est à prendre en compte, où on va pouvoir les classer selon trois catégories: les faux ordres de virement internationaux, donc ces fameuses arnaques au président. Juste pour rappel, c'est l'usurpation d'un PDG d'une entreprise, par exemple, qui va appeler la comptable en se faisant passer, donc l'escroc va se faire passer pour le président de l'entreprise, et qui va prétexter un investissement. Donc souvent, ça va être un investissement locatif à l'étranger, ou un achat immobilier, ou un achat d'une entreprise, etc. Et donc, ils vont crédibiliser tout un scénario avec différents acteurs qui vont intervenir, hein, sur plusieurs jours. Avec souvent l'intervention d'un faux avocat. Donc, ils vont vraiment créer quelque chose de très crédible. Bien souvent, il y aura eu d'abord une première phase de reconnaissance, en fait, pour bien cibler l'entreprise qui sera victime, de manière à identifier qui est dans l'entreprise, quels sont les postes clés, bien comprendre l'organigramme, savoir avec quelle banque ils sont en train de travailler, un peu les projets actuels, etc. Donc, ils crédibilisent réellement la situation, jusqu'à un moment donné à faire passer un RIB pour faire un virement qui peut aller sur des millions d'euros, hein. On a vu des entreprises qui ont été victimes de ça. Et donc, on a différents, comment dire, différents objectifs, en fait, dans ce type d'escroquerie. Ça peut être effectivement un achat immobilier à l'étranger, mais avec la Covid, par exemple, on a vu tout un tas de faux fournisseurs également qui sont arrivés, qui ont proposé du matériel médical, des masques, etc. À l'époque où personne n'en trouvait, là, bizarrement, on avait des gens qui proposaient des stocks de masques, etc. Donc, en fait, ils vont s'adapter à l'actualité. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va avoir les mêmes groupes d'attaquants derrière, et puis ils vont au fur et à mesure s'attaquer à chaque fois en fonction de l'actualité, pour répondre aux besoins du moment. Il y a également les changements de RIB ou d'IBAN, donc pareil, une usurpation d'un fournisseur, par exemple, qui va dire tiens, à partir de maintenant, il faudra me payer sur ce nouveau RIB. Et en fait, c'est un RIB qui est communiqué par les fraudeurs. Et toutes les usurpations diverses qui vont s'adapter en fonction de l'actualité du moment. Et puis, la deuxième partie, ça va être sur les particuliers. Donc, on va retrouver des escroqueries au placement avec des investissements, les supports qui peuvent être variés, hein, ça peut être des crypto-monnaies, du parking, etc., des usurpations diverses qui vont toujours s'adapter en fonction de l'actualité. Donc, c'est quasiment les mêmes groupes criminels. Et l'escroc, il va s'appuyer sur la psychologie, en fait, de l'arnaque, avec deux approches qu'on va pouvoir réaliser dans les investigations, aussi bien sur les réseaux d'auteurs que sur les réseaux de blanchiment, parce que vous l'aurez bien compris, à chaque fois, là, l'objectif principal, c'est les gains financiers. Et donc, il va y avoir une
une évolution dans les versements. Il va y avoir un premier versement sur des sociétés intermédiaires qui seront généralement en Europe, et après un deuxième versement qui part sur des sociétés plutôt dans des pays qui vont moins communiquer, qui vont moins coopérer avec les autorités policières, notamment au niveau avec Europol. Donc les grands principes qui vont être utilisés par l'escroc, c'est la vulnérabilité de la victime, le manque de connaissance de la victime, et c'est principalement là-dessus qu'on peut agir. C'est-à-dire que quand on est informé, on va pouvoir reconnaître et donc réagir différemment. Il va y avoir des thèmes qui vont être utilisés pour les leviers psychologiques, hein, pour faire passer la bonne information et donc que la victime puisse faire ce que l'escroc voudrait. Le discours de bienveillance, toujours envers la victime, la recherche de confiance de la victime, voire pour la convaincre, hein, un pouvoir de conviction important, des techniques de manipulation, et puis de manière à isoler en fait la victime dans un tunnel psychologique où il va rester du coup dans sa logique de décision. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est rentré en fait dans la phase d'escroquerie, il va avoir du mal à en sortir parce que il se sent piégé. Et puis, il va y avoir souvent un premier test de la victime, notamment sur les placements à l'épargne, où on va lui faire placer une petite somme et puis on va lui montrer, même si c'est avec un faux site, mais que son placement est en train d'évoluer, qu'il est en train de gagner de l'argent. Donc, on va le convaincre qu'il a fait un bon investissement. Et à partir de là, il va replacer, il va replacer une nouvelle somme. Et donc, on va crédibiliser au fur et à mesure un scénario. Il y a beaucoup d'aplomb de la part de ces escrocs-là. Ils ont une force de conviction incroyable. Et il y a toujours l'intervention de plusieurs acteurs qui va crédibiliser en fait la situation. Il y a des nouveaux versements qui vont arriver. Et puis, à un moment donné, il y a une absence de contact. C'est-à-dire que la victime n'arrive plus à avoir de contact. Et là, dans ce cas-là, en fait, ils vont trouver des nouveaux leviers avec des nouvelles usurpations d'identité, et notamment usurper des autorités qui peuvent être des impôts, des faux policiers, des faux juges, des fausses personnes de la Banque de France, etc. Et de nouveau, une capacité à engranger encore plus d'argent sous couvert d'amendes ou de frais ou d'impôts, en fait, qui vont être demandés encore une fois aux victimes. Donc, c'est vraiment les mettre dans une situation d'étau où on va les presser et récupérer énormément d'argent. Donc, il y a une alerte de l'AMF, hein, l'autorité des marchés financiers, qui date du 4 mars 2021. Donc, c'est vraiment quelque chose de très actuel, avec plus 44% d'arnaques en 2020. Donc, quelque chose de très actuel. Et les usurpations d'identité, elles explosent, hein, aussi bien sur des supports d'arnaque comme les placements d'épargne, les livrets, les SCPI, les métaux précieux, les vins, les parkings d'aéroports, les formations. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses sur les formations avec les CPF. Des arnaques liées au CPF, les subventions d'État, bien sûr, les matériels médicaux, les vaccins. En fait, ça va suivre l'actualité. Il y a aussi des escroqueries liées aux notaires à l'heure actuelle. Donc, il va y avoir des sites contrefaits, des faux conseillers qui vont usurper les numéros ORIAS, vous savez, qui ont un agrément de l'autorité des marchés financiers. Donc, des fausses banques, des fausses plateformes de trading, des tests d'éligibilité avec des conditions qui font croire une exclusivité alors que ce n'est pas vrai, des pressions pour vous pousser à agir vite et isolément. Toujours la sensation de faire une super affaire. Ça, c'est vraiment toujours le point clé. Donc, les règles à suivre, ne communiquez pas vos coordonnées personnelles par défaut. Attention, les téléphones, les mails, les pièces d'identité, les RIB, les IBAN, tout ce qui est justificatif de domicile, ça va être des choses qui vont être réutilisées dans d'autres escroqueries. D'accord ? Donc, attention aux sites dont vous ne pouvez pas attester la fiabilité. Et en fait, ça va souvent être le point clé au départ pour faire remplir des formulaires. Et là, ils vont récupérer déjà un premier niveau d'information sur lequel eux, ils vont pouvoir travailler en OSINT, hein, en recherche en source ouverte, de manière après à vous rappeler, mais en ayant déjà commencé à travailler sur vos données et donc sur vous, sur votre profil. Donc, ne donnez jamais suite à des appels téléphoniques non sollicités. Ne prenez pas pour argent comptant toutes les informations données par un interlocuteur au téléphone, qui n'est pas forcément celui que vous croyez. Ne cédez pas à l'urgence et aux pressions, d'accord, de vos interlocuteurs. Prenez le temps de la réflexion.
Et enfin, méfiez-vous des promesses de gains rapides sans contrepartie. Il n'y a pas de rendement élevé sans risque élevé. Il faut bien être clair là-dessus. Et puis vérifier, investiguer au niveau de l'ORIAS, l'AMF et la CPR qui divulguent des listes noires justement de tous ces sites-là qui sont montés au fur et à mesure, donc avec des techniques d'OSINT aussi, de recherche sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette menace croissante ? En anticipation, de la sensibilisation au maximum sur les personnes pour prendre conscience des cyberfraudes et pouvoir les reconnaître, prendre soin de son identité numérique et mettre en place des procédures de validation au sein de son entreprise, vérifier et contrôler la fiabilité sur Internet avec des techniques simples. Donc pour ça, en l'occurrence, il y a des sensibilisations qui existent. Donc là, c'est par exemple des sensibilisations que je propose. Et puis, en réaction, déposer plainte le plus rapidement possible pour avoir une action éventuellement pour geler les fonds qui ont pu être transférés. Établir le déroulé des faits le plus précis possible avec notamment quelque chose qui permet d'être très factuel, les questions QQ ou QCP, en gros, de quoi s'agit-il, qui, où, quand, comment, pourquoi. Ça permet vraiment de synthétiser la situation. Recueillir les éléments pouvant servir à l'investigation, investiguer également en recherche en source ouverte parce qu'on peut identifier des éléments et notamment des points de recoupement, des rapprochements qui permettent de trouver en fait d'autres victimes et notamment de pouvoir retrouver des éléments d'enquête par la suite. Et puis le retour d'expérience, toujours pareil, pour corriger ces procédures. Donc des possibilités d'investigation en source ouverte, avec des points de recoupement également. Donc c'est des choses qu'on a déjà réalisées, notamment avec un collègue enquêteur privé. Et ne pas se laisser faire et penser aux actions collectives, notamment par le biais d'un avocat qui va pouvoir centraliser tout un nombre de victimes de manière justement à monter des dossiers qui soient solides et qui permettent également aux autorités de pouvoir faire du rapprochement, de pouvoir faire des liens entre les différents faits. Voilà, donc c'est des choses où tout le monde peut être confronté à un moment donné, un jour ou l'autre, à ce type de fait. Et encore une fois, quand on est informé, on va réagir différemment. On va avoir cette lumière qui fait qu'on va se dire, tiens, ça, c'est pas normal. Et c'est ça qui va éviter qu'on puisse tomber dans le panneau. Voilà, en espérant avoir été le plus synthétique possible. Et puis, je vous remercie. Je vais passer la main à Alexandrine. Bonjour à tous, je vais lancer ma diapo. J'espère pouvoir garder tout le monde jusqu'au bout, même si l'heure va être un petit peu dépassée. Allez, on y va. Donc, je lance à partir de la diapositive actuelle. Voilà. Donc, je suis Alexandrine Pantz, avocate au barreau de Toulouse. Et j'interviens régulièrement à la mêlée numérique et dans des présentations aux côtés de Frédéric et Christian, qui ont fait de brillantes présentations, qui ont déjà dit beaucoup de choses. On fait du numérique, de la data, de l'innovation, de la propriété intellectuelle au cabinet. Vous pouvez aller voir ça tranquillement sur le site. Alors, je remercie également la mêlée de cette opportunité. Je vais faire une présentation en 2 temps. C'est vrai qu'on vient de parler beaucoup d'escroquerie, mais on a quand même, et vous le savez, des obligations à la charge de l'entreprise pour que, effectivement, notre plainte soit recevable. Parce que malheureusement, si on n'est pas suffisamment en conformité, si on n'arrive pas à rapporter cette preuve-là, en tout cas auprès du tribunal, eh bien, on sera considéré comme co-responsable de ce qui nous est arrivé. Voilà, donc l'escroc n'est pas le seul responsable. Et cet article du RGPD, qui est l'article 32, qui impose aux entreprises de se mettre en sécurité, existait dans la loi informatique et liberté et existe dans le code pénal depuis les années 90. Donc, on a une obligation de sécurisation des données qui est à la charge des entreprises, à la fois d'un point de vue juridique, organisationnel et informatique. Donc, on ne reste pas que sur l'informatique, on a l'organisationnel, c'est-à-dire le côté humain, le côté ingénierie sociale doit également être inclus dans la sécurisation de la donnée personnelle.
le RGPD, et qui a été transposé dans la loi française, dit bien que c'est en l'état des connaissances actuelles. Voilà, parce qu'effectivement, on ne peut pas sécuriser des choses avec un niveau de sécurité qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle, avec des technologies non encore connues. Et il faut aussi que ce soit proportionnel au contexte, à la finalité et au degré de portabilité, au degré de gravité qui peut être anticipé. Ça, c'est sûr, c'est pour contextualiser. Un médecin va être plus surveillé avec des données de santé que, par exemple, un boulanger. Voilà, on est d'accord et c'est intégré dans la loi. On va aussi intégrer les sous-traitants et l'ensemble de la chaîne des sous-traitants. Pourquoi? Quelles sont les conséquences dans notre cas si un jour on subit une attaque et qu'on n'a pas suffisamment sécurisé notre système d'information? On n'a pas eu de contrôle de la CNIL, on n'est pas dans ce cadre-là, mais on a voulu être indemnisé. Eh bien, et ça, j'ai mis exprès une jurisprudence un petit peu ancienne, antérieure au RGPD, pour bien montrer que c'est une jurisprudence constante. Le tribunal correctionnel, dans ces cas-là, avait carrément relaxé l'escroc parce que la personne qui avait été attaquée, l'entreprise, n'avait pas pu démontrer qu'elle avait suffisamment mis en sécurité ses données, et l'escroc avait pu démontrer qu'il avait récupéré les documents litigieux, les documents volés, en ayant tout simplement accès par une porte non sécurisée sur Internet, sans mot de passe, sans code d'accès, etc. Donc, c'est une jurisprudence qui est constante. Il ne peut pas y avoir d'accès frauduleux si le système n'est pas sécurisé. Dit autrement, si vous laissez votre porte ouverte de chez vous, il n'y a pas de vol. Vous invitez quelque part le voleur à rentrer. C'est un petit peu le cas en matière informatique. Voilà. Alors, je vois Frédéric qui opine de la tête. Effectivement, il y a des degrés. C'est une synthèse qui est faite ici. Et après, il faut voir un petit peu la palette des couleurs. Que dit la CNIL? Que dit le RGPD? La CNIL impose, et par le biais du RGPD, de faire une évaluation des risques régulière de tout nouveau traitement, de tout traitement que l'on a déjà, et puis de tout nouveau traitement, avec aussi la vérification des bases légales des traitements existants. Attention à bien définir les dispositifs de sécurité qui sont mis en place, les responsabilités, etc. Donc, c'est une synthèse. Il y a effectivement d'autres éléments derrière. C'est un petit rappel pour dire quels sont les éléments à prouver pour qu'on soit en conformité. Les premiers éléments, parce qu'on va vérifier. On peut vérifier en cas d'attaque. La CNIL va pouvoir vérifier s'il y a eu un bon rétablissement du système d'information. C'est-à-dire qu'en cas d'attaque, on va prendre l'exemple de OVH. OVH a subi son incendie. Est-ce que j'ai notifié? Oui, non. Si j'ai notifié, il y a un risque de contrôle. Qu'est-ce qu'on va vérifier si les systèmes d'information ont pu être rétablis rapidement, s'il y a pu y avoir récupération complète des données sans divulgation, si les plans de rétablissement d'activité ou de continuation d'activité ont pu être mis en place et que cette mise en place a été correctement faite, et que tout le process d'information aux sous-traitants, aux personnes concernées, a pu être fait. Donc, il y a une vérification qui est faite à la fois au moment de la notification et puis dans le cas de certains contrôles que la CNIL peut effectuer. Parce que ces contrôles aboutissent de plus en plus à des sanctions. La CNIL sanctionne. Violation de données médicales, donc j'ai mis les deux dernières jurisprudences en termes de violation de données fondées sur la sécurité, et violation de données plus classiques. Décembre 2020, 2 amendes à l'encontre de 2 médecins libéraux pour avoir insuffisamment protégé des données personnelles médicales et de ne pas avoir procédé à la notification à la CNIL. Donc là, on est sur une petite sanction, même si elle peut être salée. On n'est pas sur les sanctions qu'a subi Carrefour à peu près à la même période, avec 2,5 millions d'euros d'amende. Voilà. Ou juste la sanction après, qui a 75 000 euros d'amende.
c'est proportionnel à l'activité des médecins libéraux de ville, mais il y a eu sanction. Il y a eu sanction et on le voit souvent, les petits cabinets médicaux sont les premiers à pas très bien savoir sécuriser leurs données. Deuxième jurisprudence qui est mise ici rapidement, c'est deux sanctions à l'encontre d'un donneur d'ordre et d'un sous-traitant, 150 000 € d'amende et 75 000 € d'amende respectivement, pour ne pas avoir pris de mesures satisfaisantes pour faire face à des attaques par bourrage d'identifiants. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont fait attaquer par des nids de service, je ne sais pas, ils appellent ça bourrage identifiant, plein de connexions simultanées en même temps avec des identifiants de toutes sortes pour faire sauter le système. Voilà, les attaquants ont eu gain de cause et eux, ils ont été sanctionnés. Donc effectivement, on voit que l'attaque a eu lieu. Effectivement, il y a eu un fraudeur, un escroc, mais la personne qui n'a pas bien sécurisé les données est aussi condamnée. Donc, il y a des choses à mettre en place en interne. Mais la défense de l'entreprise passe tout d'abord par le fait de voir condamner l'escroc. Donc, l'escroc doit être condamné. Sinon, tout ceci ne sert à rien. Sur quelle typologie d'infraction? Alors, on a vu précédemment, effectivement, la notion de fraude, qui est une notion très large. Mais plus précisément, on a des infractions qui sont très précisément décrites dans le code pénal depuis les années 90, comme je le disais, l'accès illégal, l'interception illégale, l'atteinte à l'intégrité des données, l'atteinte à l'intégrité du système, les abus de dispositifs, sous-entendu les dispositifs informatiques. Donc tout ceci est un corpus de règles qui protège ce que moi j'ai appelé les biens informatiques. Voilà. Et on a également un corpus de règles qui protège les contenus informatiques et l'identité informatique. Donc, la falsification informatique de documents, la fraude informatique, tout ce qui se rapproche à la pornographie enfantine et plus largement, toutes les atteintes à la propriété intellectuelle ou aux droits connexes. Donc, le droit pénal nous permet, une fois qu'on a trouvé l'escroc et défini exactement les attaques qu'ils ont pu faire, d'appréhender les infractions de manière très précise. Alors, faire valoir ses droits, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la démarche d'enquête, de pré-enquête ou de pré-analyse, il faut déposer plainte auprès du procureur. Effectivement, j'ai mentionné avec l'assistance d'un avocat, parce que souvent ce sont des plaintes techniques et qu'il vaut mieux faire un dossier écrit avec les preuves que vous aurez recueillies par le biais de votre expert informatique, par le biais de vos prestataires informatiques sur site, qui décrit posément l'ensemble du déroulé de l'attaque et la manière dont vous avez subi un préjudice. Ça permet, une fois que le procureur reçoit le dossier, d'orienter immédiatement l'enquête et de la confier à des enquêteurs spécialisés qui sont extrêmement compétents pour pouvoir aller plus loin dans la démonstration de la fraude et pour retrouver les escrocs. Effectivement, il faut suivre l'enquête et en être acteur. Et en être acteur, ça commence déjà par le dépôt de plainte qui va être documenté. Le fait de montrer qu'on est en conformité est déjà un plus. Vous évitez toute une question, des questions qui vont vous être posées ultérieurement. Voilà. Ça permet d'aller plus vite sur le fond du dossier. Pour obtenir une condamnation pénale des escrocs, pour pas qu'ils recommencent, et pour être indemnisé. L'indemnisation, en France, la règle, c'est une indemnisation à 100% du préjudice. Donc, il faut évaluer le préjudice. Ce n'est pas une indemnisation punitive comme on peut voir aux États-Unis, où on va avoir des préjudices avec des montants un petit peu forts. Ici, en France, on doit démontrer le préjudice, la perte d'exploitation, la perte de chiffre d'affaires, l'atteinte à l'image de marque, etc. Donc ça se fait pendant l'enquête, à l'issue de l'enquête. Ça ne se fait pas dès le dépôt de plainte. Ça va permettre ensuite, peut-être faire par le biais d'une expertise complémentaire, ça va permettre au juge de pouvoir fixer un préjudice qui va être direct ou indirect et qui va ensuite
être opposé à l'auteur, l'auteur sera condamné à payer le préjudice, en plus d'être condamné à subir une peine de prison. D'accord? Donc, on aura les deux actions, l'action civile d'indemnisation, qui sera en parallèle de l'action pénale pour la sanction pénale qui pourra être prononcée. Et enfin, ce qui est important en cas d'attaque, c'est l'après. L'après, c'est pouvoir rétablir une confiance avec ses partenaires, avec ses clients. C'est de savoir bien communiquer autour de ça, ne pas le cacher, parce que malheureusement, ça arrive un petit peu trop souvent. Il vaut mieux en parler plutôt que les personnes ne le découvrent au dernier moment. Et savoir au bon moment réévaluer ses contrats si on en a besoin, revoir ses contrats partenaires, ses contrats sous-traitants, ses contrats clients avec des clauses. Par exemple, OVH avait déjà prévu ce type d'accident industriel, c'est un accident industriel, un incendie majeur, et ils avaient mis dans leur clause que c'était une force majeure. Ça aurait pu ne pas être inséré, mais dans ce cas-là, ça leur permet, eux, de rebondir et de ne pas avoir à indemniser forcément tout le monde, même s'il risque d'y avoir des actions en indemnisation. Voilà. Donc, ne pas rester isolé et en parler pour pouvoir mieux agir et se rétablir après une attaque. Je sais que j'ai fait court par rapport aux autres, j'ai peut-être parlé un peu vite et je m'en excuse. Je vais arrêter le partage pour laisser la place aux questions. Je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées dans le chat. Je vous invite à en poser, quitte à ce que je puisse revenir sur des éléments de la présentation pour que tout le monde soit à l'aise avec, ou la mienne de présentation, ou l'un des trois intervenants de ce soir. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. C'était parfait, merci beaucoup Alexandrine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, comme nos intervenants vous l'ont dit. J'avais une question de Amine. Alors, certains ont répondu dans le chat, mais peut-être que si Alexandrine, tu vas apporter une précision sur que veut dire OSINT. Oui, du coup, là, c'est plutôt moi. Oui. Ah, pardon. OSINT, en fait, c'est Open Ouais. Source Intelligence. En fait, c'est de la recherche en source ouverte qui permet de recueillir des informations. Et notamment, c'est très intéressant dans l'aspect cyber sur plusieurs volets. Aussi bien sur la partie renseignement sur les groupes d'attaquants, donc ce qu'on va appeler la Cyber Threat Intelligence. On va travailler sur les groupes d'attaquants, les modes opératoires, les outils utilisés, etc. Et donc, c'est du renseignement cyber. Et sur la partie fraude, ce qui est intéressant, c'est que le terrain de jeu des escrocs, c'est Internet. Ce qui veut dire qu'ils vont laisser des traces. Ils vont créer des faux sites, ils vont créer des noms de domaine. Il va y avoir des numéros de téléphone qui vont être utilisés ou des emails. Et donc, il y a tout un tas d'informations qu'on va pouvoir rechercher sur Internet et qui va permettre de faire des recoupements, de faire des rapprochements entre différents faits. Et c'est pour ça que ça va être des techniques qui sont utilisées bien souvent en fait, sur les enquêtes sur Internet. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on n'a pas de nouvelles questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers la mêlée et on vous mettra en contact avec nos intervenants. Est-ce que vous pourriez rapidement un petit mot de la fin Juste Oui. un petit mot de la fin, c'est concernant, parce qu'il y a une petite discussion sur l'obligation de notifier à la CNIL la perte des données personnelles dans le cadre de l'incendie OVH. Donc, effectivement, la CNIL a mis un post là-dessus. Moi, j'en ai fait un, je l'ai mis en lien aussi sur mon site internet. Mais en 2 mots, on a l'obligation de notifier en cas de destruction absolue des données personnelles, si on n'a pas mis en place de plan de continuation ou de rétablissement, si on n'a pas pu rétablir les données par le biais d'un hébergement secondaire ou extérieur. Donc tout ceci, en fait, ça doit être un petit peu étudié au cas par cas, voilà, dans un contexte, le contexte de l'entreprise elle-même. Merci. Christian, un petit mot pour conclure?
Oui, juste un petit mot pour conclure. Bon, comme vous l'avez vu dans les recommandations, et on revient toujours un petit peu sur ces recommandations, toutes les recommandations sont des bonnes pratiques, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut se mettre en place, que ce soit à titre personnel comme à titre d'entreprise. Encore une fois, quand vous les regardez, ce n'est pas des choses qui vous coûtent de l'investissement de quoi que ce soit. Ce qui est important de voir, c'est qu'à un moment donné, rien que par le comportement, vous pouvez déjà améliorer considérablement vous pouvez limiter, je dirais, considérablement vos risques et vos pourcentages de chances d'être attaqué ou que les conséquences soient fortes par tous ces sujets-là, sans investissement, puisque c'est juste du comportement. Comme je dirais, et comme tout à l'heure on faisait référence au décambriolage, ça ne sert à rien d'acheter une porte blindée 5 points anti-effraction, etc., si vous cachez la clé dans le pot de fleurs en face ou sous le paillasson. Le bon sens en fait qui est donné là, c'est justement apprenez à ne pas cacher la clé, à ne pas faire 40 copies de votre clé pour la donner à tout le monde, aux voisins, à la babysitter, etc., parce que sinon votre porte blindée ne sert plus à rien, vous ne maîtrisez plus l'ensemble des choses en matière de sécurité. Donc c'est un certain nombre de règles de bon sens qu'il vaut mieux rappeler à ses enfants, à ses salariés, à un certain nombre de personnes, parce que quels que soient les outils informatiques les plus sophistiqués que vous allez mettre en place, j'allais dire l'outil ne sert à rien, l'antivirus ne sert à rien, la plateforme IAM dans une grande entreprise ne sert à rien si à un moment donné tout le monde partage des mots de passe simples ou des choses comme ça. Donc voilà, partez déjà de ce principe-là et vous aurez déjà considérablement amélioré le sujet. Et je dirais la sécurité, les risques de fraude, la cybersécurité, ça ne sera pas quelque chose qui va vous gêner dans la numérisation de votre activité ou de votre entreprise. Voilà, c'était juste le mot de la fin pour dire, on vous demande, enfin, c'est pas des investissements, il ne faut pas se faire peur là-dessus, mais c'est simplement beaucoup de bon sens et surtout à mettre en place. Ouais, voilà. Je rajouterais juste, comme on est vraiment dans cette notion de semaine du numérique, et souvent, cybersécurité, ça fait peur. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas réservé aux spécialistes. On est tous utilisateurs d'un support numérique, donc on est tous concernés. Et en même temps, on n'a pas besoin d'être spécialiste en cybersécurité. Et souvent, je fais des analogies, et notamment là dans les sensibilisations, on n'est pas forcément mécanicien et pourtant on conduit tous une voiture. Eh bien, on n'est pas forcément informaticien et pourtant on conduit tous un support numérique, on est tous sur un ordinateur, un téléphone, etc., qui est connecté. Et en même temps, on a appris à conduire en sécurité sur un réseau routier, et il faut apprendre à conduire en sécurité sur un réseau numérique. Mais c'est exactement la même chose. Donc, quand on sera sensibilisé, quand on sera éduqué, on va juste limiter notre surface d'attaque et on va éviter de se faire avoir. Mais ça veut dire que ça concerne tout le monde et on a juste quelques bonnes pratiques à comprendre, à savoir pour se sécuriser tous en même temps. Et on participera tous, du coup, à cette lutte contre les cybermenaces. Merci beaucoup, merci à tous. Et donc, c'est comme ça qu'on conclut notre semaine de la transformation numérique. Voilà, je vous ai mis tous les liens dans le chat. De toute façon, on vous enverra un mail avec le replay de ce webinaire. Et voilà, merci de votre participation et bonne soirée. Bonsoir à tous, merci. Merci à tous. Merci, bonsoir.